Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des plongeurs Padawan. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Clémentine Séguigne que nous suivons sur les réseaux sociaux. Nous avons découvert que Clémentine a brillamment soutenu sa thèse, encadrée par Eric Clua, que nous avons reçu à la fin de la première saison du podcast. Alors tout d'abord, un grand bravo pour ta thèse. Merci. Clémentine, peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours, s'il te plaît? Bonjour. Donc moi, j'ai soutenu ma thèse effectivement il n'y a pas longtemps. J'ai effectué donc tout un travail sur une approche un peu particulière de la conservation du requin, parce que malheureusement, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que, il y a quand même beaucoup de problèmes autour de ces animaux-là qui souffrent encore d'une très mauvaise image aux yeux de beaucoup de personnes, et que cette mauvaise image, ça va impacter en fait l'efficacité des mesures de conservation qui sont prises en fait pour essayer de sauver les requins. Dans le contexte de la Polynésie française, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire autour de l'écotourisme requin, comment le rendre durable et comment l'utiliser effectivement pour un moyen en fait de sensibiliser le grand public à la conservation de ces animaux-là. Alors moi, avant de faire ma thèse de doctorat, j'ai fait un master en écologie évolutive au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et avant, j'ai un parcours un peu bizarre parce que moi, j'étais ingénieure, donc plutôt en physique et notamment en électronique. Et du coup, j'ai décidé de changer de voie et de me réorienter en écologie et notamment en écologie marine parce que j'ai fait de la plongée à côté et ça a été vraiment une passion pour moi et qui m'a donné envie un petit peu de réorienter mon métier. Et voilà. Et aujourd'hui, du coup, après ma thèse, là, je suis en train donc de monter une association, donc qui là est en train de bien démarrer, donc qui s'appelle l'AREMP, qui veut dire Association pour la recherche sur les écosystèmes mésophotiques et profonds. Donc là, le but, c'est d'utiliser mes compétences en plongée profonde et en recycleur pour développer la recherche en sciences. Donc ça peut concerner les requins, mais ça peut concerner aussi d'autres thématiques comme les récifs coralliens, etc. On le disait en introduction, tu as récemment soutenu ta thèse. Avant de rentrer dans les détails des résultats de ton étude, peux-tu nous donner l'intitulé exact de ta thèse et nous raconter les méthodes de travail que tu as mises en place? Oui, alors l'intitulé exact de ma thèse, c'est la conservation des requins avec une triple approche, écologie, économie et socio-anthropologie. Donc c'est une thèse qui a une approche globale. En fait, on utilise plusieurs disciplines, donc à la fois des sciences fondamentales comme l'écologie, mais aussi des sciences humaines et sociales comme l'économie et la socio-anthropologie, pour réfléchir à comment mieux faire pour conserver les requins. Donc, sur une approche de la socio-anthropologie, par exemple, en termes de méthode, on a été faire des enquêtes dans beaucoup d'îles de la Polynésie française de manière à ce qu'on puisse savoir en fait comment est-ce que les gens percevaient les protections des requins qui étaient en cours et comment les gens y percevaient les requins, est-ce qu'ils pensaient qu'ils étaient dangereux ou pas. Ensuite, sur l'économie, là, on s'est intéressé à, en fait, quelle était la valeur économique du requin sur une zone comme la Polynésie française, où il y a beaucoup de tourisme, beaucoup de clubs de plongée. Et on s'est demandé combien est-ce qu'un requin vivant, ça pouvait rapporter d'argent, de manière à pouvoir convaincre que finalement, c'est beaucoup mieux de laisser les requins en vie que de tuer les requins. Et le troisième axe, en écologie, on s'est intéressé beaucoup aux effets, par exemple, que pouvait avoir le nourrissage artificiel, le shark feeding sur les requins. Donc, est-ce qu'il y aurait un intérêt à ce shark feeding ou pas? Est-ce que c'est dangereux écologiquement ou pas? Et aussi, on s'est demandé, au niveau des morsures de requins, comment est-ce qu'on pouvait expliquer les motivations des morsures des requins? Voilà. Premier chapitre de ta thèse, la relation homme-requin. Que montre ta thèse sur ce sujet précis? Sur la relation homme-requin, on s'est intéressé aux perceptions que les Polynésiens, les gens qui habitent ici en Polynésie française sur différentes îles, ont des requins. Alors malheureusement, ce qui est ressorti, c'est que c'est assez mitigé. Il y a des gens qui vont avoir une bonne perception des requins, qui vont estimer que c'est des animaux qui sont très importants pour l'écosystème, etc. Donc ce qui est la vérité. Et il y a d'autres gens qui vont avoir une vision un peu plus traditionnelle qu'on a par exemple dans les cultures occidentales, qui vont penser que les requins sont dangereux, etc. Donc un petit peu les effets qui font suite aux dents de la mer par exemple. Néanmoins, il y a un problème en Polynésie. Il y a un sanctuaire requin depuis 2006. Le sanctuaire requin, il a pour objectif, en fait, de protéger les requins de la pêche. On n'a pas le droit de les pêcher, c'est complètement interdit. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte dans notre étude que très peu de gens étaient vraiment conscients que le sanctuaire requin existait en Polynésie.
surtout sur les îles les plus éloignées de Tahiti, qui est un peu la capitale de la Polynésie. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui auraient été capables de tuer un requin alors qu'en fait c'est complètement interdit. Ce que ça nous a informé, c'est qu'il était très très important de communiquer autour de ce sanctuaire requin et que, en l'occurrence, les cultures polynésiennes, malheureusement, avaient un petit peu perdu leur connaissance écologique traditionnelle, puisque à l'époque, eh bien, effectivement, les Polynésiens, ils étaient très connectés aux requins parce que, si tu veux, les requins, c'était un peu le lien entre les vivants et les morts, c'était le lien entre les dieux et les humains, entre la terre et la mer. Donc, ils avaient une importance capitale dans la culture. Aujourd'hui, c'est un petit peu perdu, mais heureusement, il y a encore certaines îles qui sont en train de défendre et on espère que, grâce aux connaissances écologiques traditionnelles, eh bien, la perception des requins va pouvoir s'améliorer ici. Est-ce que la perception des Polynésiens est différente de celle des Européens ou est-ce que dans les nouvelles générations, la perception est la même? Alors, effectivement, il y a un problème de génération, comme tu dis. Les Polynésiens, les ancêtres, ils avaient une perception très sacrée du requin. Pêcher un requin, c'était interdit. Aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, avec l'occidentalisation de la Polynésie, tu vois, parce que effectivement, il y a eu la colonisation qui s'est passée, donc beaucoup d'Occidentaux qui sont venus et qui ont un peu imposé leur façon de penser aux Polynésiens. Donc, il y a eu un petit déclin du savoir traditionnel polynésien et de la perception du requin en Polynésie. Mais aujourd'hui, depuis récemment, il y a une vraie volonté des peuples polynésiens de se réapproprier leur culture et de faire en sorte de faire revivre tout ça. Et peut-être que grâce à la culture polynésienne, on va réussir à faire changer les perceptions occidentales. Finalement, peut-être que ça va être dans l'autre sens. Le feeding consiste à nourrir les requins pour les attirer afin de pouvoir les étudier ou tout simplement les observer. Il est courant de penser que le feeding est une pratique à proscrire. Pourtant, dans ta thèse, tu pointes le fait qu'une pratique raisonnée peut modifier très peu les habitudes des animaux tout en profitant aux économies locales via l'écotourisme. C'est un résultat qui risque de ne pas plaire à beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Écoute, c'est très intéressant comme résultat, parce que moi, c'est vraiment pour moi le résultat le plus important de ma thèse. En fait, ce qui est très important et intéressant, c'est de se dire que quand on a une approche scientifique des choses, il faut séparer l'idéologie qu'on a par rapport au shark feeding. Par exemple, mon idéologie va être potentiellement différente avec les résultats que j'ai trouvés. On peut être pour ou contre le feeding, mais quand on est scientifique, on doit être neutre. Donc, on doit vraiment regarder qu'est-ce que les mathématiques, les statistiques de nos résultats nous disent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que sur un site de nourrissage artificiel qui est celui de la Vallée Blanche à Tahiti, qui est un site qui est très connu des plongeurs parce qu'il permettait d'observer le requin tigre de manière très régulière, et bien sur 7 ans de collecte de données vraiment intensive, on s'est rendu compte que ce nourrissage artificiel sur la Vallée Blanche, eh bien, il n'avait fidélisé aucun requin tigre. Donc ça, c'est quand même un résultat majeur, c'est-à-dire que les requins, ils conservaient leur pattern de mouvement qui était totalement naturel et classique. Par contre, effectivement, ça permettait juste aux plongeurs de les voir davantage, de les rapprocher d'eux. D'ailleurs, quand on a arrêté le feeding, les requins sont toujours détectés par des balises sur la zone, néanmoins, les plongeurs ne les voient plus. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours là, mais que du coup, comme il n'y a pas la récompense, ils ont un peu moins envie de venir s'approcher des plongeurs. Ça, c'est un premier résultat qu'on a eu. Est-ce que le feeding, ça rend les requins dépendants à nous? Parce que ça, effectivement, ça peut être grave si ça rend les requins dépendants à nous. Donc grâce au Covid, on a fait une expérience sur les requins à Pointe-Noire, puisque si tu veux, quand il y a eu le Covid, il y a eu des confinements, et les gens qui allaient nourrir les requins devaient rester chez eux, et du coup, il n'y avait plus d'activité touristique. Et ce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on a survolé les zones de feeding en drone, notamment sur les petits requins à Pointe-Noire, c'est que à partir du premier jour où il n'y avait plus de nourrissage, les requins sont partis. Donc ça, c'était une nouvelle géniale pour nous, puisqu'on s'est rendu compte que effectivement, le nourrissage artificiel ne rendait pas les requins dépendants. Par contre, à partir du premier jour où les requins ont été à nouveau nourris, les requins sont revenus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les requins sont conditionnés effectivement au nourrissage artificiel. Ils sont suffisamment intelligents pour, avec 6 semaines de confinement, revenir et s'en souvenir. De la même manière, les requins peuvent s'auto-conditionner sur effectivement des phénomènes complètement naturels, c'est-à-dire à tel moment de l'année, à tel mois, il va y avoir des agrégations de tortues, par exemple pour les requins tigres, je vais aller sur l'agrégation de tortues pour me nourrir. Donc là, on crée effectivement quelque chose d'artificiel, mais qui est un phénomène qui existe naturellement chez l'animal, qui s'appelle tout simplement la mémoire. Donc on retient ce qui est important pour survivre, c'est-à-dire la présence de nourriture.
Là, on peut être pour ou contre le conditionnement, c'est vraiment quelque chose de personnel. Est-ce qu'on accepte ou pas de conditionner les requins artificiellement? Néanmoins, ce que moi j'ai observé, parce qu'effectivement, ce résultat qu'on a eu en Polynésie sur les requins à Pointe-Noire, il nous a quand même interpellés. On s'est dit, oh là, des tout petits requins comme ça, ils sont capables de se rappeler d'une information pendant 6 semaines. C'est quand même énorme. C'était un des plus gros résultats en termes de durée de mémoire qui avait été démontré. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut être un peu plus extrême? Et est-ce qu'on ne peut pas aller aux Fidji, où là, ils ont eu un confinement de 18 mois, donc c'est très long, c'est plus d'1 an. Est-ce que les requins bulldogs, parce que là, en plus, ce sont des requins qui sont potentiellement dangereux pour l'homme, est-ce que les requins bulldogs qui sont nourris sur le site des Fidji, eux, au bout de 18 mois, ils vont se rappeler aussi qu'il y avait du nourrissage avant? Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les bulldogs, ils sont super intelligents parce qu'au bout de 2 jours, ils sont revenus sur le site. Donc ça, c'est incroyable. Et par contre, le chose qui a été très triste et qu'on a observé quand les requins bulldogs sont revenus sur le site, effectivement, ils sont toujours conditionnés, mais ça, finalement, est-ce que c'est réellement un problème? Là, on se pose la question. Mais c'est que par contre, quand les bulldogs sont revenus, ils avaient tous une augmentation du nombre d'hameçons, du nombre d'engins de pêche, de traces de filets de pêche, etc. sur eux. Il y en avait énormément sur ces requins-là. Du coup, eh bien, le fait qu'ils soient nourris artificiellement, ça les éloigne aussi de leur menace numéro 1, qui est la pêche. Et du coup, effectivement, ça peut être très intéressant. Et dans des zones où la pêche n'est pas interdite, comme c'est le cas en Polynésie, effectivement, peut-être qu'interdire le feeding en Polynésie, ça a beaucoup plus de sens puisque la pêche est interdite. Mais aux îles Fidji, où la pêche du requin est autorisée, eh bien finalement, ça permettait aux requins d'être attirés plutôt sur la zone de nourrissage artificiel que sur les bateaux de pêche. Puisque le requin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un opportuniste, c'est vraiment un animal qui va aller au plus simple. Les requins sont des feignants un peu. Et du coup, eh bien, les requins, ils sont allés sur les bateaux de pêche parce que c'était toujours plus simple que de chasser par soi-même. Quand ils savent que tous les jours, ils peuvent trouver de la nourriture à un certain endroit, c'est ça le plus simple pour eux. Donc, ils vont aller au feeding. Voilà pourquoi est-ce que le feeding peut être un outil intéressant pour la conservation. Donc, en fait, ce qui est très important de se dire par rapport au feeding, c'est que finalement, être tout simplement blanc ou noir par rapport à la pratique, ça marche pas dans la vraie vie. Il faut vraiment regarder au cas par cas qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, il y a des espèces pour lesquelles le feeding, ça marche pas, parce que c'est des espèces qui sont hautement résidentes, etc., et qui vont être complètement perturbées dans leur biologie naturelle, etc. Il y en a d'autres pour qui ça marche très bien, que ça va pas avoir d'impact majeur. Et il y a d'autres espèces qui, carrément, ça va les aider pour éviter les pêcheries dans certains endroits du monde. Donc, il faut être relativement neutre, finalement, par rapport à la pratique du feeding. C'est super intéressant parce qu'on a plutôt tendance à penser que c'est quelque chose qui va rendre les requins complètement dépendants, qui vont plus savoir se nourrir après, etc. Alors qu'en fait, dans certains endroits, comme tu nous l'as expliqué, ça peut être même bon pour les requins. Tu as tout à fait raison. Et ça, en fait, c'est vraiment un des résultats principaux de ma thèse. Il y a d'autres études qui montraient que le feeding n'avait pas d'impact localement sur des requins. Mais là, vraiment, grâce au Covid, on a pu avoir avant, pendant, après. Et on a vu que pendant qu'il n'y avait pas de nourrissage, puisque c'était le confinement, mais vraiment, les requins, ils partent. Ils ont autre chose à faire de leur vie et ils sont capables de survivre sans nous. À la fois, c'est vrai que les requins, ils ont 450 millions d'années d'évolution. C'est très important, par contre, de se demander si la pratique de nourrissage artificiel qu'on est en train de faire à un endroit, si jamais elle se produit, eh bien, est-ce que ça a un impact ou pas? Donc, la vraie question, elle est là. C'est, oui, on peut peut-être faire du feeding si jamais ça n'a pas d'impact sur les animaux, si les gens sont en sécurité, les participants au feeding, et si on surveille ce qui se passe. On ne peut pas faire du feeding sans surveiller et sans regarder quel impact ça a sur les requins. Et c'est pour ça aussi qu'il y a aujourd'hui des bonnes pratiques de nourrissage artificiel qui ont été démontrées par d'autres études, qui ne sont pas forcément dans le cadre de ma thèse, mais qui montrent par exemple que le nourrissage à la main, ça peut être très dangereux, puisque effectivement, le requin peut être un peu maladroit et venir mordre quelqu'un. On peut avoir aussi des études qui vont montrer que d'avoir plein de gens qui nourrissent différemment les requins au même moment, etc., là, les requins, ils savent plus quoi faire, ils sont complètement perdus. Donc, effectivement, il y a des bonnes pratiques à respecter. Si on a envie d'avoir un endroit où on fait du shark feeding, il faut juste réfléchir à comment le faire bien, parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de risquer des morsures par le shark feeding, alors que ça peut être une pratique qui est utile. Est-ce que tu sais si des études sont en cours à Bimini, par exemple, où les requins marteaux sont très observés et aussi très nourris? Dans le laboratoire de Bimini, ils travaillent aussi beaucoup sur des milieux semi-clos, ils travaillent beaucoup sur les juvéniles, etc. Donc, eux, ils sont plutôt sur des thématiques que nous aussi, on a abordées dans ma thèse, mais de potentiellement la personnalité des requins, est-ce qu'elle existe, etc.
Sur l'impact du nourrissage artificiel, il va y avoir d'autres spécialistes qui ont travaillé dessus, par exemple en Afrique du Sud, sur les grands requins blancs, etc. Et c'est très intéressant parce qu'il a été montré, pareil, que finalement, d'ailleurs, il y a des problèmes aujourd'hui pour certains prestataires qui font de la plongée en cage, c'est que c'est plus difficile qu'à l'époque d'attirer les grands requins blancs, puisque effectivement, finalement, ils font un peu leur vie et que le feeding n'a plus le même effet que précédemment, parce qu'il y a beaucoup de chuming aussi, et donc c'est juste à l'odeur. Donc ils ont bien compris qu'au bout d'un moment, ils n'avaient pas de nourriture, donc ils s'arrêtent de venir. Donc effectivement, oui, il y a des études, et d'ailleurs, de plus en plus d'études scientifiques montrent que un feeding durable peut ne pas avoir d'impact écologique majeur sur le requin, en tout cas sur certaines parties de l'écologie du requin. Évidemment, ta thèse aborde le sujet des accidents impliquant hommes et requins. Quand Eric Lua était venu dans notre podcast, il nous avait présenté sa théorie du requin à problème. Quels ont été les résultats de tes travaux sur ce point précis? Alors oui, effectivement, ça c'est la théorie de Eric, qui est mon directeur de thèse, donc forcément c'est une théorie qu'on a cherché à renforcer ensemble parce que je pense que c'est une théorie très très intéressante. Cette question de l'individu à problème, ça nécessite déjà que chaque requin, dans une population de requins, ait des personnalités différentes, un peu comme nous les humains. Voilà, il y a des gens qui sont différents. Donc là, on a regardé toujours la population des requins bulldogs des Fidji, parce que c'est une population très intéressante, que d'ailleurs on a pu étudier parce qu'on peut les nourrir. Et ce qui est très intéressant dans les résultats qui sont obtenus par cette étude, c'est qu'on a pu démontrer qu'il n'y avait rien de plus différent d'un requin qu'un autre requin. Donc tous les requins de la population présentaient une personnalité différente en termes de continuum entre la timidité et la témérité. Ça veut dire qu'il y avait des requins qui étaient très très timides, peut-être même qu'on les a jamais vus puisqu'ils sont tellement timides qu'ils n'osent pas s'approcher de l'homme. Et à l'inverse, il y a des requins qui sont très très audacieux et qui eux vont pas hésiter à venir au contact des plongeurs, etc. et tout. Il y a que des requins qui pourraient avoir des niveaux d'audace qui sont très avancés, qui pourraient potentiellement, naturellement, effectuer ce qu'on appelle des morsures de prédation. Donc ça, c'est extrêmement rare, ça c'est hyper important de le rappeler. Les morsures de prédation, sur une moyenne de entre 5 et 7 morsures par an, c'est moins de 5% de l'ensemble des morsures qui ont été observées, donc c'est très très rare. Ça n'implique que certaines espèces. Mais du coup, effectivement, c'est vraiment lié à une personnalité que pourraient présenter les requins. Ensuite, ce qu'on a démontré, et qui là est un résultat assez unique, donc qui est vraiment une étude qui a été menée par Eric à laquelle j'ai pu participer, c'est qu'en fait, il y a eu un problème dans la mer des Caraïbes. À Saint-Martin, il y a eu une morsure qui s'est passée d'un requin-tigre, et 2 semaines plus tard, à 82 km de là, à Saint-Kitts-et-Nevis, bim, il y a eu une deuxième morsure d'un requin-tigre qui avait exactement les mêmes caractéristiques que celui-là. Donc on s'est dit, est-ce que ça serait possible que si ce tigre est un individu à problème, qu'il ait mordu 2 fois? Et là, on a utilisé la génétique. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu avoir accès à des écouvillonnages. Donc des écouvillonnages, c'est un petit peu, vous voyez un écouvillon, c'est ce qu'on se mettait dans le nez pour le Covid. Il y a eu un écouvillonnage des blessures pour récupérer la salive des requins et l'ADN qui était contenu dedans. Donc en plus de faire ce qu'on savait faire déjà à l'époque, c'est-à-dire retrouver l'espèce des requins par l'ADN mitochondrial, qui n'est transmis que par l'un des deux parents, eh bien là, on a pu remonter à l'ADN nucléaire, donc c'est-à-dire l'ADN qui est transmis par les deux parents. Et l'ADN nucléaire nous a permis de prouver que les 2 requins qui avaient mordu n'étaient en fait qu'un seul requin. C'est le même requin qui a fait ces 2 morsures-là. Et ça, c'est vraiment un résultat très important puisque, c'est effectivement très en faveur de la théorie de Eric qui montre que, un requin à problème va faire plusieurs morsures dans un territoire qui est assez rapproché. Le requin, du coup, il a mordu pour se nourrir? Tout à fait. Alors là, si tu veux, c'est super important aussi. Ça, c'est aussi un des travaux qu'on a pu mener avec Eric et que Eric défend depuis déjà un petit moment. C'est qu'il existe plusieurs motivations aux morsures. Dans un des papiers de ma thèse, on en a déterminé 5 possibles, effectivement. Donc des morsures qui peuvent être liées à la dominance et à la territorialité. Là, on est sur le territoire du requin et le requin va vouloir se défendre, tout simplement, et empêcher à l'homme d'être trop proche de son territoire. On va avoir des moments où il va y avoir plutôt de la compétition. Donc là, on va avoir par exemple une ressource alimentaire sur nous et le requin va vouloir s'en saisir parce que comme on a dit tout à l'heure, les requins, c'est des feignants. Donc effectivement, s'ils peuvent nous piquer la nourriture qu'on a sur nous, ça les arrange. Donc là, ils peuvent rentrer en compétition avec nous, ça peut causer des morsures. On va avoir donc d'autres types de morsures qui vont être liées à de la pure défense du requin. Donc par exemple, je sais pas, un chasseur sous-marin va prendre peur d'un requin, va le piquer avec une flèche
le requin va se défendre, ou alors nous, on est un plongeur, oh, on croit qu'un requin, c'est incroyable, on va venir le toucher, etc. Le requin va peut-être pas forcément apprécier, va se défendre contre nous parce qu'il va le percevoir comme un mouvement agressif. Donc ça peut être des morsures défensives, etc. On n'en a pas forcément conscience, c'est un petit peu causé par notre action en tant qu'humain. Il existe quand même un type de morsure pour lequel on n'y peut rien. C'est la morsure de prédation. Et du coup, effectivement, la morsure de prédation, elle n'intervient que quand le requin a un désir, au moins de se poser la question de est-ce que ça se mange? Donc ça, c'est très rare. Et ça, c'est très rassurant de se dire que c'est extrêmement rare. Et c'est très rassurant aussi de se dire que tous les requins ne sont pas capables de faire une morsure de prédation. C'est seulement quelques individus vraiment, vraiment extrêmement rares dans une population. Voilà. Les médias ne déçoivent jamais dans le traitement de la moindre information impliquant les requins. On pourrait croire à des unes de journaux tout droit sortis du film Les Dents de la Mer, et c'est le dernier point que tu mets en évidence dans ta thèse, les médias, leur traitement des informations, même quand il s'agit d'une simple observation de requins avec le triste exemple de la Réunion et l'éducation des populations. Et là, tu parles de la formidable opportunité qu'offre la science participative. Peux-tu nous en dire plus? Effectivement, alors là, c'est un travail sur la partie média qu'on a mené avec ma stagiaire qui s'appelle Zenia. Ce qu'on a montré donc avec Zenia, c'est que effectivement, le traitement médiatique des requins à l'échelle mondiale, il était globalement plutôt sensationnalisé, hein. Comme tu dis, les dents de la mer, on est dans la totale. En Polynésie, c'est un peu moins vrai parce que effectivement, même si bon, il y a quand même une perception assez négative des morsures qui se passent, globalement, les requins sont quand même assez bien dépeints dans les journaux locaux. Mais par contre, eh bien, peut-être qu'il y a plus d'efforts à faire sur communiquer autour des mesures de protection, communiquer sur pourquoi est-ce que les requins sont importants pour les humains, etc. Donc ça, effectivement, c'est pas encore assez utilisé et je pense que les médias peuvent faire en sorte de communiquer mieux ou en tout cas davantage sur les requins et par exemple en communiquant correctement sur les morsures, puisque effectivement il y a beaucoup de morsures qui sont pas du tout liées à la faute du requin, comme on l'a dit juste avant. Ce qui va être très intéressant, effectivement, comme tu dis, c'est de développer la science participative. Parce que comment faire pour que les gens s'informent le temps que les médias ils se mettent un petit peu au point, qu'ils fassent en sorte de mieux communiquer sur les requins? Eh bien, c'est tout simplement aller dans l'eau. Nous, on est des plongeurs, hein, on adore la plongée, on a envie de connaître les animaux. Et du coup, je pense que quand on est en contact avec les requins, quand on plonge avec eux, quand on va nager avec eux, quand on va les observer, etc., eh bien déjà, notre regard il va changer parce qu'on va se rendre compte assez rapidement qu'un requin, hein, c'est pas un tortionnaire comme on voit dans les dents de la mer, etc. Donc la science participative, moi je pense que c'est génial parce que ça permet aux gens déjà de plonger, de rencontrer les requins dans leur milieu naturel. Et en plus de ça, eh bien si les gens ils viennent aider les scientifiques à collecter des données, etc., eh bien nous, ça va nous aider pour faire de la science parce que généralement les passionnés de plongée, bah, ils s'y connaissent quand même un petit peu en requin, hein, faut pas négliger leurs connaissances. Eh bien, grâce aux informations que les plongeurs vont nous rapporter, grâce aux photos qu'ils ont prises dans leur voyage plongé, etc., eh bien, nous, on va avoir tellement d'informations que ça va nous donner des choses complètement inédites. Donc, par exemple, on parlait un petit peu du grand requin marteau. Grâce à la science participative, on a eu accès donc au pattern de saisonnalité du grand requin marteau, à sa distribution géographique, etc., qui sont des choses qui ont été validées après par des études, on va dire, de sciences classiques. Au-delà du grand requin marteau, on a eu des informations grâce à une initiative de sciences participatives qui a été menée par une association locale qui s'appelle l'ORP, Observatoire des requins de Polynésie. Et en fait, donc, cette initiative-là nous a fait avoir des informations par plus de 100 volontaires sur 14 000 plongées. C'est énorme. Avec la science normale, on n'aurait jamais pu financer tout ça. Donc, du coup, eh bien, toutes ces informations-là, ça nous a donné des informations sur des espèces qui sont très très rares en Polynésie, qui ont pu être par exemple capturées par des pêcheurs, etc., que on n'avait même pas vraiment d'idée qu'elles étaient là. Ça nous a donné des informations sur la migration des animaux. Ah bah tiens, il y a des tigres, on les voit beaucoup à certains endroits et certains moments de l'année, et bah, à un autre moment de l'année, on les voit plutôt ailleurs. Ça nous a donné des informations sur la saisonnalité d'une espèce à l'intérieur d'un site précis, par exemple la passe de Tiputa à Rangiroa, comme ce qui a été après remontré par la suite par la Mokaran Society. Et ça nous a donné aussi des informations très importantes sur la variation de l'abondance des requins, puisqu'effectivement, sur la durée de l'étude qu'on a fait, on s'est demandé si l'abondance des requins allait augmenter ou pas sur certains sites. On a tendance à observer une augmentation de l'abondance des requins qui sont observés par les plongeurs. Donc, est-ce que ça veut vraiment dire qu'il y a plus de requins?
Le fait qu'on les observe plus, c'est possible, mais peut-être que tout simplement on a eu plus de chance, etc. Mais effectivement, le fait qu'on observe davantage de requins, ça peut être une première indication, comme quoi le sanctuaire requin de Polynésie peut être un outil efficace pour la conservation des requins. Et ça, c'est très rassurant. Tout à l'heure, tu nous as dit que les requins avaient chacun une personnalité. C'est ce qui expliquait que certains requins pouvaient avoir plus tendance à pouvoir mordre un humain. Mais donc, dans ce cas-là, pourquoi il y a certaines espèces chez lesquelles on constate plus de morsures? C'est très intéressant ce que tu dis. Alors déjà, un requin peut mordre un être humain tout simplement parce que si on l'embête, il vient nous mordre, etc. et tout. Donc c'est tout simplement, c'est un prédateur. La façon dont il va se défendre, c'est en mordant. Donc c'est obligé que, effectivement, dans certaines situations, les requins viennent mordre l'homme. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que dans les morsures dites de prédation, donc celles qui sont vraiment un peu embêtantes pour la société humaine puisque le requin veut mordre l'homme, il n'y a que 5 espèces qui peuvent faire des morsures de prédation. Le grand requin blanc, le requin tigre, le requin bulldog, le requin mako et le requin longimane. Donc il n'y a que ces 5 espèces-là. Par contre, ce qu'on observe en Polynésie, c'est que le requin qui va mordre le plus, c'est le requin gris. Alors que le requin gris, pourtant, il n'est pas potentiellement dangereux pour l'homme. C'est pas un requin qui va venir nous manger, le requin gris. Mais le requin gris, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est un requin qui va être très territorial et qui va être très compétitif. Parce qu'en Polynésie, on a beaucoup de gens qui vont faire, par exemple, de la chasse sous-marine. Donc ça, c'est vraiment un sport qui est très commun en Polynésie. Il y a beaucoup de gens encore qui se nourrissent grâce aux poissons qu'ils pêchent. C'est un peuple de chasseurs sous-marins et c'est très important ici, la chasse. Et du coup, les chasseurs, ils vont être très au contact des requins gris qui sont très fréquents dans les passes. Et du coup, la plupart des morsures, effectivement, ça va être lié un peu au conflit entre le chasseur et le requin, puisque le requin va venir essayer de manger le poisson que le chasseur vient de pêcher. Et évidemment, le pêcheur, il n'a pas forcément envie de donner son poisson au requin, et des fois, il y a des morsures à cause de ça. Mais c'est vrai que du coup, en Polynésie, le requin le plus dangereux, entre guillemets, vraiment entre guillemets, c'est le requin gris, en fait, puisque c'est lui qui va mordre le plus, alors qu'il est beaucoup plus petit que le requin tigre, que le requin longimane, etc. Et le requin tigre et le requin longimane, qui sont donc des espèces potentiellement dangereuses pour l'homme, depuis qu'on a la base de données sur les morsures en Polynésie, donc depuis 1996, il n'y a qu'une morsure qui a été faite pour chacun de ces 2 requins. Donc finalement, c'est pas du tout le requin tigre qui est dangereux en Polynésie, non, pas du tout. C'est ouais, c'est étonnant. Mais c'est rassurant et c'est là où on pense que la théorie de la personnalité, elle est valide parce que voilà, il y a des endroits dans le monde où il y a des problèmes avec les requins tigres et ça Oui. c'est vrai. Mais en Polynésie, on n'a pas de problème avec les requins tigres parce qu'on pense que on n'a peut-être pas d'individus à problème dans notre population et là on a bien de la chance. Il y a quelques semaines, on a pu lire un article que tu as écrit sur la mémoire des requins bulldog et qui tendrait à aller dans le sens de l'hypothèse du requin à problème que nous avait exposé Eric Clua lors de son passage dans notre podcast. Ça place aussi les requins dans la classe des grands vertébrés et des mammifères quand on parle d'intelligence et de mémoire. Ça pourrait aider à sensibiliser les populations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet article et ses conclusions? Oui, alors ça, c'est l'étude dont je te parlais par rapport au Covid. Donc c'est effectivement, il y a eu donc 2 ans de confinement et les requins bulldogs qui sont revenus comme ça à des abondances similaires à avant au bout d'une seule semaine. On a pu revoir des requins bulldogs qu'on avait vus auparavant, aussi des petits nouveaux, hein, ils ont dû se faire un peu des amis sur leur chemin. Donc les implications que ça a au niveau de la mémoire, ça veut dire que on est sur des animaux qui ont effectivement une capacité de rétention mémorielle qui est similaire à celle des mammifères marins, à celle des oiseaux qu'on considère comme des animaux intelligents. Donc en ce qui concerne l'hypothèse de l'individu à problème, ça pourrait potentiellement renforcer le fait qu'un individu qui a eu un succès pour se nourrir sur l'homme peut effectivement recommencer, mais je pense que c'est pas vraiment le résultat principal de cette étude. Ce que ça veut dire, c'est que les requins, ce sont des animaux intelligents. Donc il faut arrêter de les voir simplement comme des tueurs sanguinaires. C'est pas du tout ça. En fait, les requins, ce sont vraiment des animaux qui vont pas faire des actions comme ça complètement aléatoires. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ce sont des animaux intelligents. Et pourquoi pas, un jour, on se rendra compte que ça peut être peut-être des animaux sensibles. Ça, c'est une des grandes questions. Tu nous dis que ces études ont été menées pendant le Covid, donc c'était il y a entre 2 et 4 ans. En fait, combien de temps a duré l'étude pour ta thèse? Pendant ma thèse, en fait, j'ai fait plusieurs missions de terrain à plusieurs endroits. Et j'ai aussi utilisé des données qui avaient été collectées avant par d'autres collègues, puisqu'effectivement, pour pouvoir avoir une conclusion scientifique qui est valable,
eh bien, on doit avoir des grands temps d'études. Donc moi, toute seule, en 3 ans de thèse, j'aurais pas pu tout faire. Donc je me suis basée sur du travail de certains de mes collègues, comme Michel Beck, Thomas Vigneault, etc., qui ont fourni aussi des données intéressantes que j'ai pu poursuivre. Et ensuite, j'ai procédé à l'analyse de ces données en me posant des questions scientifiques qui sont celles qu'on s'est posées ensemble. C'est ça qui m'a permis d'accéder à ces conclusions-là. Effectivement, on est toujours aujourd'hui en train d'étudier les requins bulldogs des Fidji. Donc là, c'est un nouveau doctorant de Eric qui est sur place, qui s'appelle Yann, et qui fait un travail fantastique et qui est en train de se baser donc sur les données de Thomas Vigneault, sur mes données, mais aussi donc sur les données qu'il est en train de collecter maintenant, pour essayer de montrer donc des différences en termes de personnalité chez les requins, et pas simplement comme ce qu'on a fait dans le cadre de ma thèse entre le continuum de timidité et de témérité, mais aussi sur d'autres aspects de la personnalité du requin, comme par exemple la sociabilité ou l'évitement du risque, ou à l'inverse l'exploration du risque. On va avoir d'autres parties, d'autres facettes de la personnalité du requin qui vont être explorées par cette étude-là. Et donc, comment ça se passe en fait? D'abord, enfin, je sais pas combien de temps, mais tu as récolté toutes les données, après tu as tout analysé et cetera? Ou tu faisais en même temps? Ou il y a des gens qui enfin, comment ça se passe? En fait, il y a certaines études pour lesquelles je n'ai pas collecté les données, où j'ai récupéré les données de certains de mes collègues. Il y a certaines études où moi j'ai été collecter mes données, où après je les ai analysées, etc. Mais c'est vrai que ce qui était un peu difficile dans le cadre de ma thèse, c'est que comme j'avais 3 disciplines, j'ai un peu dû tout mener de front. Donc je devais faire du terrain et en même temps des analyses pour une autre étude. Bon, c'était super intéressant et super stimulant, mais je pense que c'était un peu ça qui était difficile dans ma thèse. Mais effectivement, comme tu dis, la science, c'est vraiment quelque chose de collectif. On ne peut pas accéder à des conclusions tout seul. On est obligé de travailler en équipe. Et du coup, j'ai la chance d'avoir une super équipe aux côtés du professeur Eric Cluat et aussi d'autres collègues de cette team requin. Effectivement, la science, tu as vraiment plusieurs étapes. Donc, tu as la collecte de données sur le terrain. Tu as l'analyse de ces données par rapport à la question scientifique que tu veux démontrer. Et ensuite, tu as la rédaction des articles scientifiques, des publications scientifiques, qui là, en fait, a vraiment pour objectif de communiquer ton travail à l'ensemble de la communauté scientifique. Comme ça, s'il y a des scientifiques qui s'intéressent un peu à ton travail, que ça soit positif comme négatif, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ouh là là, c'est bizarre ce truc, j'ai envie d'essayer moi-même pour voir si ça marche aussi ». Eh bien, effectivement, le but, c'est de rendre son travail réplicable par d'autres équipes et de faire en sorte que d'autres personnes puissent prouver les mêmes choses que nous, au contraire se rendre compte qu'il y avait peut-être une erreur, etc. C'est ça tout le principe de la science. OK. Eric Cluat, il travaille au CRIOB et donc toi, c'est là-bas que tu as soutenu ta thèse? Exactement. J'ai fait toute ma thèse au CRIOP de Montréal. Eric, c'est son laboratoire auquel il est rattaché. Donc, on est rattaché à une tutelle scientifique qui s'appelle l'EPHE, donc c'est l'école pratique des hautes études. Il y a aussi d'autres tutelles autour du CRIOP, comme par exemple le CNRS. Aujourd'hui, je continue de travailler avec Eric par le biais de missions au CRIOP, mais je ne suis plus CRIOP à plein temps puisque effectivement j'ai fini ma thèse. Je vais aussi faire d'autres recherches avec d'autres structures de recherche qui sont très intéressantes, mais c'est vrai que le CRIOP est vraiment un laboratoire passionnant sur les écosystèmes coralliens et avec de très belles études sur les différents constituants du récif, du corail au requin. Ça fait vraiment rêver. Moi, j'adorerais, j'adorerais aller en Polynésie et le CRIOP, c'est vraiment un endroit ça fait rêver, je trouve. Ah oui, ah bah ça c'est sûr que si tu te passionnes par la biologie marine, c'est vraiment un endroit où il faut passer au moins une fois dans ta vie, hein, parce que c'est des recherches qui sont vraiment passionnantes, hyper intéressantes. Tu as de tout, tu as du corail, tu as des poissons, tu as de la génétique, tu as des requins, tu as vraiment tous les sujets qui peuvent te passionner. Donc ouais, après, n'hésite pas à contacter les chercheurs de Polynésie, les chercheurs du CRIOB. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont en train de se créer. Et voilà, hein, on va peut-être avoir une nouvelle biologiste en herbe et peut-être aussi ton frère. Donc c'est Ah super. bah alors là, avec plaisir, hein. J'adorerais. Ah bah oui. Et donc, toi, comment ça t'est venu l'idée justement, d'aller là-bas? Parce que tu nous as dit que à la base, tu travaillais dans l'électronique, c'est ça? Tu nous as dit? Ah, donc c'est vrai que après mon diplôme d'ingénieur en électronique, je me suis plutôt orientée dans la biologie marine. J'ai recommencé un deuxième master. Il faut être motivé, mais c'était super intéressant. Moi, j'ai adoré mon deuxième master aussi. Et après, là, je suis partie en Polynésie. Alors, pas tout de suite, parce que j'ai travaillé aussi 1 an en tant que médiatrice scientifique à Océanopolis, que peut-être vous connaissez, qui est un bel aquarium qu'on a à Brest, en Bretagne.
Mais après, bah voilà, moi j'avais trop envie de voir les animaux dans leur milieu naturel, d'étudier les animaux, de faire de la plongée. Donc je suis partie en Polynésie. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi, presque 3 ans en tant que monitrice de plongée, mais ça a été très très formateur puisque j'ai commencé à faire de la science participative en tant que monitrice. Et après, du coup, j'ai rencontré mon directeur de thèse et voilà, l'histoire continue avec la rencontre avec Eric. À quel âge as-tu commencé la plongée? Ah, ben moi j'ai commencé la plongée plus tard que vous, hein, parce que moi j'ai commencé la plongée, j'avais 20 ans. Waouh! Mais voilà, maintenant, c'est devenu enfin, à partir de mon baptême, ça a changé ma vie parce que, bah, comme tu disais avant, j'étais ingénieure, pas du tout dans le même domaine et j'ai commencé à plonger et je me suis dit: «Oh là, il faut vraiment que je change de vie là, c'est trop intéressant, de faire de la plongée, les animaux, ça m'a passionnée». Ouais, maintenant je fais du recycleur, en trimix hypoxique, donc j'ai atteint mes 100 mètres cette année. Donc voilà, un beau petit parcours de plongeuse, qui s'est, créé, depuis, cette période-là. Quel est ton niveau de plongée? Ben, alors moi je suis, dans la plongée loisir, je suis monitrice et je suis aussi donc plongeuse scientifique. Donc ça, c'est pour avoir le droit de travailler dans la science et je suis aussi donc plongeuse recycleur trimix hypoxique. Ça veut dire que j'ai le droit d'aller jusqu'à 120 mètres en plongée en recycleur. Combien as-tu fait de plongées? Est-ce que tu continues à les compter? Alors là, ça va être très difficile de te répondre parce que là, je peux pas continuer à compter mes plongées. Là, je pense que je dois en avoir peut-être un peu plus que 2000 plongées parce que c'est vrai que, bah, du coup, j'ai été monitrice, donc j'ai beaucoup plongé, dans le cadre, de l'enseignement de la plongée. Mais, bah, du coup, maintenant que je fais de la science en plongée, là, c'est je compte plus. Par contre, en recycleur, donc ça fait maintenant 2 ans et demi que je fais du recycleur et là, par contre, je peux suivre les heures que j'ai fait en recycleur parce qu'on a un ordinateur avec les heures dessus, donc j'en suis à 350 heures Waouh! sur mon recycleur. Voilà. Tu as déjà eu une panne d'air en plongée? Ah, malheureusement, ça m'est déjà arrivé, mais c'est ma faute, hein. Là, effectivement, quand on fait bien les choses, on ne doit pas être en panne d'air, hein, parce qu'on doit regarder son manomètre. Mais effectivement, une fois, ça m'est arrivé, parce qu'on était en train de travailler, sous l'eau et du coup, ah bah là, j'ai pas regardé mon manomètre, hein. J'étais trop passionnée par les requins, je notais les choses et bon, bah, heureusement qu'on travaille toujours en binôme, hein, parce que là, pour le coup, j'étais tellement enthousiaste que j'ai fait une panne d'air, mais c'était pas grave parce que mon binôme était là et j'ai pu prendre son octopus et remonter avec lui. Donc, il faut toujours regarder son manomètre, hein, parce que ça doit pas arriver. Est-ce que tu as déjà vu un requin marteau en plongée? Ah ouais, j'ai déjà vu un requin marteau. J'ai eu trop de chance de le voir. Ça, c'était à Rangiroa. Si toi, tu aimes les requins marteaux, parce que j'ai l'impression que c'est quand même ton requin préféré. Le requin marteau, tu peux le voir à Rangiroa. Donc, il y a une île de la Polynésie française qui est incroyable. Parce que c'est là d'ailleurs où il y a la Mokaran Protection Society qui font des études. Il y a aussi sur l'île de Tikeo où j'ai eu la chance d'en voir. Tikeo, c'est incroyable parce que, en plus, c'est une passe qui est beaucoup moins profonde que la passe de Rangiroa. La marche océanique est sur 25 mètres. Donc ça fait que quand tu croises un requin marteau, tu le croises de près, hein. Donc ça, c'est assez impressionnant et je pense que si tu as envie de venir plonger en Polynésie, bah oui, il faut aller à Tikeo ou à Rangiroa. Quel est ton animal sous-marin préféré? Ah, ça, c'est vraiment difficile à dire parce que, ben, tu les aimes tous, hein. Mais bon, alors, ouais, si je dois choisir mon requin préféré, peut-être que je choisirais le requin renard parce que c'est le requin que j'aimerais beaucoup étudier par la suite de mes études scientifiques, hein, parce qu'avec mon association, j'aimerais travailler sur les milieux mésophotiques et profonds. Et je trouve que le requin renard, c'est vraiment l'emblème de ces milieux-là parce que, ben voilà, lui, il va vraiment alterner entre la surface, effectivement, la nuit avec ses yeux, etc., puis redescendre plus en profondeur. C'est un requin dont on trouve des nurseries à 80 mètres, etc. Donc c'est vraiment un requin que je trouve passionnant et moi je dirais le requin renard. Est-ce qu'il y a déjà eu des attaques de requins marteaux? Ah alors, est-ce qu'on peut réellement parler d'attaque? Non, parce que le requin marteau, il n'est pas potentiellement dangereux pour l'homme, il ne peut pas faire des morsures de prédation. Par contre, il y a déjà eu des morsures, mais qui sont plus des incidents qui sont liés à la territorialité ou la compétition. Par exemple, il y a eu une morsure qui s'est passée, alors qu'elle n'était pas sur un humain, qui était sur une planche de foil, tu vois, les foils, hein. Et effectivement, il y avait un foil qui naviguait du coup entre Tahiti et Moorea, etc. Et puis, il y a un requin marteau qui a mordu en fait le bout du foil, effectivement, parce que bah, avec le bruit, etc., ça a dû un peu le déranger. Du coup, la personne est tombée à l'eau, mais effectivement, le requin marteau n'a pas du tout mordu le surfeur, mais par contre, il n'a pas du tout apprécié le foil, hein, il l'a un peu, un peu dégommé.
Est-ce que tu as une plongée favorite ou une plongée qui t'aurait particulièrement marqué? Oh là là, oui, oui, j'ai une plongée qui m'a beaucoup marquée, d'ailleurs, qui est une plongée que j'ai partagée avec, Éric et Thomas Vigneault, dans le cadre de ma thèse, qui est une plongée qu'on a fait aux Maldives, dans le cadre d'un tournage, pour National Geographic. Donc c'est un reportage qui s'appelle, Shark Queens, sur les requins tigres et en fait, c'était très impressionnant parce qu'on a pu voir une femelle requin tigre qui est la plus grosse que moi j'ai observée et on voyait enfin c'est un site assez unique puisqu'effectivement c'est un site qui est en sortie d'un port de pêche. Donc effectivement, les pêcheurs vont vider leurs poissons, etc. Donc ça va avoir un effet attractif pour les requins tigres. Et j'ai pu observer une vingtaine de requins sur ce site en même temps, ce qui est très rare hein, pour les requins tigres. J'ai trouvé que c'était absolument impressionnant et que ça donnait vraiment envie de voir les requins tigres d'une bonne manière. Donc j'ai adoré cette plongée. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ou de ressentir des appréhensions quand tu plonges? Bah oui, carrément, bien sûr. Alors pour plusieurs raisons. Bah déjà, quand on fait de la plongée avec requins, même s'il faut pas ressentir de la peur, parce que c'est pas des animaux qui sont là pour nous manger ou quoi que ce soit, il faut toujours être vigilant. Parce qu'effectivement, surtout que, bah, j'ai beaucoup travaillé sur le contexte du feeding, donc ben, on était dans des situations aussi et parfois de nourrissage artificiel. Donc je pense qu'il faut toujours être vigilant, mais plus pour être sûr qu'on est en train, nous, de bien faire les choses et de pas déranger les requins. Parce qu'effectivement, les requins vont réagir aux dérangements que nous, on fait, plutôt que réellement de la peur des requins. Mais du coup, je pense que rester vigilant, c'est très important et que c'est nécessaire quand on plonge avec des requins. Après aussi, bah, dans le cadre de la plongée technique, c'est un peu pareil. Parce que ah bah ouais, c'est génial de plonger profond, de beaucoup s'amuser, etc., de voir des choses un peu exceptionnelles. Mais effectivement, il faut toujours être vigilant, il faut toujours être vigilant à ses instruments, à où est son binôme, parce que personne n'est jamais à l'abri d'avoir un souci. Donc, à partir du moment où on n'a pas peur, mais où on reste concentré, hein, où on ne prend pas trop la confiance, et ben c'est là où on peut être vraiment en sécurité en plongée avec les requins ou en plongée profonde. Est-ce que ça t'arrive de plonger en apnée avec les requins? Alors moi, je suis pas une très bonne apnéiste, hein. Ça, je laisse ça à Eric, qui est un super apnéiste de folie. Moi, l'apnée, malheureusement, c'est pas mon truc. Mais par contre, ce qui est trop bien avec le recycleur, c'est que comme tu fais pas de bulles, eh ben, tu peux aller avec les apnéistes sans déranger les apnéistes en faisant des bulles. Donc du coup, je suis quand même copine avec les apnéistes grâce au recycleur. Mais ce qui est très rigolo, c'est que bah, j'ai aussi des copines qui font de l'apnée et elles ont rien du tout, elles ont pas le moins de matériel. Alors que moi, j'ai mon recycleur, 3 bouteilles, machin, bon voilà, on n'a pas le même chargement, mais on fait pas de bulles. Quels sont tes futurs projets? Est-ce que tu peux nous dire quelle étude tu vas mener dans le futur? Et ben, donc mes futurs projets, donc ils sont liés, à la création de mon association, l'AREMP, hein, Association pour la recherche sur les écosystèmes mésophotiques et profonds, donc ça s'écrit AREMP. Pour l'instant, je suis en plein dedans, mais suite à la fondation de cette association, je pense, monter mon propre institut de recherche privé qui s'appellera l'IREMP, Institut pour la recherche sur les écosystèmes mésophotiques et profonds. Les objectifs, de cette association et de cette société vont tout simplement être de continuer à faire de la recherche sur ces écosystèmes qui sont très inconnus, hein. On connaît moins les profondeurs de nos océans que la surface de la Lune. Il y aura évidemment des projets sur le requin-renard, hein, on en a parlé, tu m'as percé en plein jour. Il y aura effectivement d'autres projets sur les requins, essayer de comprendre quel est l'intérêt donc que les requins soient des animaux qui vont avoir le potentiel d'alterner entre les écosystèmes de surface et les écosystèmes plus profonds. Donc il y a forcément un rôle écologique qui joue à faire ça. Donc lequel? Donc vraiment essayer de percer ces mystères-là. Il y a aussi quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que dans mon équipe future, je pense qu'il y aura 4 filles super plongeuses et super motivées. Et aujourd'hui, les études de la physiologie de la plongée profonde se font plutôt sur les hommes. Donc j'aimerais pouvoir aussi mener des études sur la physiologie de la plongée profonde sur les femmes, pour voir comment est-ce que nous, spécifiquement, on réagit à ces conditions extrêmes-là. Donc je trouve que c'est très intéressant. J'aimerais pouvoir développer des recherches sur les récifs coralliens profonds, puisque c'est vraiment des écosystèmes incroyables et magnifiques. Beaucoup, beaucoup de projets, donc j'espère que beaucoup de chercheurs voudront travailler avec nous, beaucoup de gens de manière générale, faire encore de la science participative. Quand est-ce qu'on plonge ensemble? Ah, quand vous voulez, quand vous venez en Polynésie, vous me dites et on ira plonger sur les beaux sites ensemble. Avec plaisir.
Ah bah, en plus, si toi tu veux venir découvrir le Criable, tu es obligé de venir en Polynésie. En plus, maintenant tu connais Eric aussi. Si toi tu aimes les requins marteaux, tu es obligé d'aller à Tikehau, hein. On va faire ça. Merci beaucoup Clémentine, c'était très intéressant. On va partager tous les liens dans tes réseaux sociaux, l'association et les articles dans la description du podcast. On te réinvitera l'année prochaine pour faire le point avec toi sur tous tes projets. Bah, super. Bah, merci à tous les 2. À bientôt! Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode.